Bonsoir à tous. Au nom de Hervé Barbaret, je vous souhaite la bienvenue au National. Nous continuons et achevons ce cycle autour des rencontres des Gobelins. Nous le continuons puisque c'est la troisième séance consacrée à Napoléon, l'Empire. Et nous l'achevons parce que pour l'année 2015, ça sera la dernière séance et nous reprendrons le 19 janvier. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je laisse la parole à Jérémy Serment pour présenter les intervenants. Merci. Bonsoir à tous, donc c'est effectivement un plaisir de vous retrouver ce soir. Donc sans tarder, je présente tout de suite Jean-Philippe Garric. Jean-Philippe Garric qui est architecte et historien de l'architecture, qui est professeur des universités, donc à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a été pensionnaire à la Villa Médicis, chercheur au Centre canadien de l'architecture à Montréal, conseiller scientifique à l'Institut national d'histoire de l'art et précédemment donc professeur à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Il est spécialiste donc, de l'architecture, du livre et de la théorie de l'architecture à la période contemporaine. Ses travaux concernent notamment donc, les architectes Charles Percier et Pierre Fontaine, les architectures rurales et la photographie à Rome au XIXe siècle. Je lui laisse tout de suite la parole. Merci. Bonsoir. Je vais mettre le PowerPoint. Voilà, donc je présente cette intervention sur la question des styles de Charles Percier et du style Empire dans le cadre général d'une exposition que je prépare actuellement sur Charles Percier, une exposition qui sera présentée dans un an, qui ouvre dans un an au Bard Graduate Center à New York et qui sera présentée à Fontainebleau au printemps 2017, donc qui sera la grande exposition de printemps à Fontainebleau. Alors dans cette exposition, du reste, la question sinon du style de Charles Percier, du moins de son expression artistique personnelle, est au centre, et c'est une des raisons pour laquelle cette exposition portera sur Charles Percier seul, afin de suivre son cheminement, son parcours d'artiste, et de pouvoir, en le, disons, séparant de Pierre Fontaine, le séparer du même coup de leur contribution au service de Napoléon. Alors, Charles Percier est connu pour son attachement à l'architecture antique, au décor antique. On voit ici sa carte de visite. Je ne sais pas si c'est correctement. On voit ici sa carte de visite où il représente donc une allégorie, une femme, une allégorie féminine en train de dessiner d'après une Minerve. Et Charles Percier est connu dans le domaine des arts décoratifs, entre autres pour être l'auteur principal du recueil de décoration intérieure qu'il fait paraître avec Pierre Fontaine entre 1801 et 1812 et qui comprend toute une série de modèles, en réalité de représentations de meubles et de décors réalisés, devenus ensuite des modèles pour toute la production contemporaine. On voit ici deux éléments de décor pour lesquels il existe deux panneaux de papier peint quasiment identiques actuellement exposés au Metropolitan Museum, par exemple. Alors, cependant, quand on étudie un peu plus attentivement la personnalité de Charles Percier, on peut être surpris par le fait qu'il ne colle pas exactement à l'idée que l'on peut se faire de l'architecte néoclassique, de l'architecte qui irait dans la direction de la gravure au trait, d'un certain purisme, d'une certaine épuration des lignes. On voit ici, on peut le prendre un peu comme une métaphore de cela, un dessin actuellement conservé au Metropolitan Museum, dessin donc du XVIe siècle, qui a appartenu à Mariette, puis à Charles Percier, et qui actuellement est au Metropolitan. Donc, et ce dessin est tout à fait opposé à l'idée qu'on pourrait se faire, disons, du goût néoclassique. Au contraire, il nous parle d'autre chose, d'une surcharge, d'une imbrication des lignes, de masses d'ombre entremêlées. Alors, le caractère de ce dessin pourrait être au fond sans conséquence si on ne retrouvait chez Charles Percier le même penchant pour l'accumulation, pour au fond la surcharge. Ainsi, ce dessin conservé actuellement
au musée Vivenel, qui correspond à cet ensemble de dessins, de compositions, d'inventions présentés notamment dans le cadre des salons, et je le mets en relation avec cette critique du salon de l'an 4 en vers, où l'auteur anonyme écrit « Percier dans les détails, abondant à l'extrême, prouve qu'en dessinant, il fait tout ce qu'il aime. Il est un peu confus, soit dit sans le flatter, c'est toujours un talent de savoir s'arrêter. » Donc la confusion de Percier, qui est ici moqué gentiment par le critique, cette confusion qu'on retrouvait déjà précédemment dans le dessin maniériste de la collection de Percier, elle semble attachée à la quête de quelque chose qui est tout à fait à l'inverse de la simplicité néoclassique, de la pureté du trait néoclassique. Alors, on connaît bien sûr les travaux principaux de Charles Percier, donc son envoi d'abord concernant la colonne Trajane, qui ouvre quasiment la tradition des envois de Rome. Cet envoi, néanmoins, si on observe les dessins préparatoires, et quoi qu'il concerne une œuvre antique, eh bien, on peut montrer qu'il va dans la même direction d'une recherche du détail, d'une recherche de l'accumulation graphique, que l'on retrouve même dans le rendu extrêmement attentif et méticuleux des bas-reliefs. Alors, en matière de mobilier, la première intervention importante, c'est la commande du mobilier donc, de la Convention par Georges Jacob, par l'entremise de David. Donc c'est un des terrains importants où Percier s'investit donc à partir de 1793. Notre terrain, c'est bien sûr celui de l'architecture et notamment très tôt également, dès 1794, des architectures révolutionnaires. Mais l'activité, je dirais, principale, en tout cas la plus rémunératrice de Percier et Fontaine pendant les années de la Révolution, c'est d'être architecte des décors de l'opéra. Et là, on trouve tout de suite un terrain dans lequel l'éclectisme stylistique se développe. Ici, Eliska ou l'amour maternel, on est à Madagascar dans un décor de jungle. Je remets juste un instant l'écran. Alors, bien sûr, l'atelier d'Isabée correspond davantage à l'idée qu'on se fait habituellement, disons, du style de Percier. L'aménagement avec Fontaine, donc, du décor, enfin, de l'aménagement tout simplement de la bibliothèque de la Malmaison, mais aussi des travaux moins connus, qui ouvrent encore l'éventail des activités et, je dirais, des intérêts stylistique de Charles Percier, ses travaux auprès d'Alexandre Lenoir au Musée des Monuments Français, donc de très nombreux, des centaines de dessins de Charles Percier, qui sont produits au moment même où se transforme la Malmaison et se conçoit le projet de la rue de Rivoli, des centaines de dessins, des dizaines de gravures dans la description du musée publiée par Alexandre Lenoir entre 1802 et 1805, et un projet, jusqu'ici jamais étudié, de Charles Percier seul, commandé par Chaptal en 1799 pour l'extension du musée. Vous le voyez ici en rose, on a 3 cours successives, donc en bas, c'est l'actuelle rue Bonaparte. On pénètre dans une première cour du XVIe siècle, deuxième cour du XVe et une troisième cour du XIVe. Donc ce projet s'accompagne de perspectives. Donc ici, à gauche, l'entrée depuis la rue Bonaparte vers la cour du XVIe et dans la cour du XVe, des façades qui sont en fait les façades de Gaillon, château de Gaillon, remontées. Donc 3 cours de sculpture et d'architecture à ciel ouvert, un ensemble muséographique étonnant, dessiné par Percier sans l'aide de Fontaine. D'ailleurs, Fontaine ne cite même pas le nom d'Alexandre Lenoir dans son journal, pourtant épais. Donc, on a là une implication qui permet de nourrir la connaissance des styles médiévaux et Renaissance de la part de Percier. Alors bien sûr, on connaît l'arc du Carrousel, j'y insiste pas. On connaît peut-être moins les travaux graphiques, et certainement ces travaux graphiques occupent une place centrale dans l'œuvre de Percier. Je les montre, ils sont à l'articulation du mobilier, puisqu'ils sont les premiers à présenter des meubles dessinés par Percier, mais aussi de l'art graphique et du dessin. Donc les illustrations des œuvres d'Horace en 1799,
qui sont cités par Thomas Hope. Donc on est dans quelque chose qui véritablement retient l'attention au niveau international et qui installe Percier comme un graphiste, un artiste du livre. Alors, pas être trop long, ici un autre exemple de ces illustrations pour les œuvres d'Horace. Vous voyez que là encore il y a des meubles qui sont dessinés assez attentivement, assez soigneusement. Ce travail graphique, Percier le développe de préférence à tout autre dans ses publications successives. Dans le recueil Palais et maisons et autres édifices modernes dessinés à Rome, Percier se charge des pages de titres, des frontispices. Il y en a beaucoup parce que le livre est conçu comme cela. Il y en a un tous les 6 planches. Et vous voyez qu'il s'agit ici de compositions graphiques dans lesquelles il mobilise un savoir lié à l'antique. Il utilise un manuscrit antique qui avait été acheté par Fontaine donc à Rome et qui fait aujourd'hui partie des collections du musée de l'Ermitage, qui a appartenu à des tailleurs, et puis ses propres dessins pour créer ses compositions de fragments. Donc là, c'est bien l'Antiquité qui l'intéresse. Il est sollicité comme graphiste pour des travaux de toutes sortes. Par exemple, il dessine les premiers billets de la Banque de France. Il dessine les ornements de ces billets, donc billets qui sont aujourd'hui conservés à un seul exemplaire à la Banque de France, parce que ce sont des coupures importantes, ce sont des bons au porteur de 1000 francs et de 500 francs de l'époque. Donc il est vraiment reconnu pour ce travail d'ornemaniste, mais d'ornemaniste du livre et de graphiste. Et il continue cette activité, et si j'insiste un peu dessus, vous le comprenez, c'est parce que ça offre un fil conducteur pour évoquer la diversité de ses centres d'intérêt, des styles qu'il développe. Vous voyez ici, donc c'est l'illustration des Fables de La Fontaine, publiée chez Didot en 1802. Donc on voit Perrette et le Potolé habillés en romaine, en paysanne romaine, en ciociara, elle a brisé son potelet sur le sol de la Via Flaminia. On reconnaît à l'arrière-plan la porte du peuple et toute une architecture à l'italienne. Mais dans le même ouvrage, Percier représente des intérieurs qui sont, disons, plus conformes à l'époque de l'écriture des fables, intérieur français avec du mobilier, avec des costumes, donc un soin et une documentation évidemment à l'arrière-plan de tout ça, qui témoigne d'une enquête sur des styles tout à fait différents, du style néoclassique, de l'architecture italienne ou de l'Antiquité, et même une vue comme celle-ci par exemple qui montre un intérêt pour une forme d'orientalisme. Bien sûr, la production des décors d'opéra à la même époque recouvre la même gamme, la même diversité, puisque ça recouvre aussi bien des décors qui ont trait à l'Égypte, qui ont trait au Proche-Orient, que des décors qui ont trait à l'Antiquité romaine, ou bien, on l'a vu, à la forêt tropicale. Le travail de Charles Percier, de graphiste, il l'utilise aussi pour ses propres livres. C'est le cas de ce frontispice assez nouveau dans son genre pour un livre d'architecture publié donc dans le recueil des villas de Rome, des maisons de plaisance de Rome en 1809. Mais il développe aussi ce travail d'une manière étonnante après la chute de l'Empire, comme dans ce frontispice qu'il signe avec François Gérard. Et là, il est difficile de savoir exactement comment se répartit le travail entre les deux, en particulier les deux grandes figures du cadre, puisque habituellement on dit que Percier dessine le cadre et François Gérard le portrait, mais il est possible que François Gérard contribue aux deux grandes figures également. En tout cas, c'est intéressant, c'est une édition de luxe de la Henriade qui est publiée à 150 exemplaires en 1819, et les deux amis, puisqu'ils sont très très proches l'un de l'autre, s'associent pour produire cette image étonnante. Alors bien entendu, elle est tout à fait au goût du jour d'un point de vue politique, mais elle est là encore loin du néoclassicisme, de la gravure au trait et de tout ce que l'on pourrait associer normalement, disons, au style empire. Dans la même gamme,
ou même peut-être d'une façon encore plus inventive, Charles Percier, dont la famille était originaire de Franche-Comté, accepte de dessiner, pour le plaisir, la pièce de titre des voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France de Taylor et Naudier. Et cette page de titre qu'il dessine, eh bien, vous la voyez ici avec un épicéa qui couronne la scène dans son ensemble, avec des trophées d'armes, avec du gibier, avec toutes sortes d'éléments un peu anecdotiques qui renvoient pas non plus à cette esthétique épurée par exemple, qui trouve ses racines dans l'œuvre graphique de son ami Flaxman. Donc on a, et j'insiste un peu sur ces éléments, on a un Charles Percier qui, bien entendu, vit dans le mythe de l'Antiquité. C'est clair, je n'ai pas insisté sur cela aujourd'hui, mais ça fait partie véritablement des grandes références. Vous voyez là la bague de Percier que j'ai retrouvée la semaine dernière, après une longue enquête qui appartient à un architecte, puisqu'elle devait être transmise de génération en génération aux meilleurs architectes de chaque période. Et donc c'est Julien David Leroy qui l'avait donnée à Percier en 1803. C'est une fausse bague antique que Julien David Leroy a dû acquérir donc au XVIIIe siècle en Italie et qui a été donc transmise depuis ce moment-là. Et cette bague était portée par beaucoup de ces architectes, pas l'actuel propriétaire. Mais donc ce mythe de l'Antiquité, cet attachement sentimental à l'Italie, il prédomine, c'est certain, mais en même temps, on voit une figure qui est davantage même qu'éclectique, intéressée à mener une enquête, qui est une enquête d'abord graphique, puisque Percier est d'abord un dessinateur, même si d'après ses dessins, on a produit beaucoup d'architecture, beaucoup de meubles. Donc voilà, mais c'est d'abord un dessinateur. Pour lui, c'est la production graphique qui est la matrice de son œuvre. Et cette production graphique, elle ouvre à des pistes extrêmement nombreuses. Et elle semble même indiquer des préférences qui sont davantage dans la surcharge, dans l'imbrication, dans les jeux d'ombre aussi, les masses d'ombre, parce qu'on voit que Percier n'affectionne pas du tout la gravure au trait, que chaque fois qu'il l'a utilisé, il l'a utilisé pour des raisons d'économie, et qu'il entendait terminer les gravures ensuite à l'aquarelle ou au lavis. Et donc, pour répondre à la question qui était posée sur la question du style empire néo-style, je dirais que peut-être la formule en elle-même devrait être discutée, mais ce qui est certain, c'est que Percier est quelqu'un qui sait changer de posture, qui sait dessiner de l'architecture médiévale lorsqu'il le faut, puis dessiner de l'architecture italienne ou de l'architecture empire. Et donc on voit très bien qu'il n'y a aucune forme de naïveté dans la production du style empire par Percier. Il y a une adaptation à la demande d'un commanditaire, Napoléon, qui aime avant tout la référence à l'Antiquité, une adaptation qui repose sur un savoir et un vrai goût de l'architecture et de l'art antique et du décor antique, mais en même temps on voit très bien que dès que l'opportunité lui en est donnée, par exemple dans les décors de Notre-Dame de Paris pour le Sacre, Percier prend un plaisir égal à interpréter des modèles issus de la Renaissance, des modèles issus d'une autre époque, et à en proposer une lecture. Donc il y a certainement quelque chose qu'il faudrait s'attacher à définir un peu plus précisément, mais qui est de l'ordre d'un éclectisme. Un éclectisme qui, loin d'être artificiel ou de reposer sur une forme de passage rapide d'un style à un autre, est nourri par des enquêtes personnelles très approfondies des différentes expressions artistiques des différentes époques. Il dessine quand même 3 albums de dessins complets à Fontainebleau, par exemple. Donc le maniérisme de Fontainebleau et l'association des décors, de la sculpture, de la peinture l'intéresse. Il dessine plusieurs centaines de dessins, je l'ai dit, au Musée des Monuments Français. Il dessine à Saint-Denis, à la basilique de Saint-Denis. Donc on a vraiment un panel d'intérêts qui nourrit des productions extrêmement diverses. Et si, je dirais, la concrétisation dans des meubles, dans des objets d'art, de l'orfèvrerie, de l'architecture aussi, est beaucoup plus tournée dans une certaine direction, c'est certainement plus en raison de la demande qui en est faite que d'un choix de Percier qui sans doute est ouvert à beaucoup plus de possibilités que ce qu'il va réellement réaliser. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Philippe pour cette présentation qui permet aussi, je pense, d'avoir un regard un peu différent et un peu neuf sur l'œuvre de Percier. Donc on va tout de suite passer aux questions pour cette première intervention, si certaines interrogations surgissent dans l'assistance. Bonsoir, je suis Carole Damour et je travaille pour la Soirée lyonnaise. Et on a beaucoup, j'ai plusieurs fois lu que Percier avait été éventuellement intervenu sur des dessins textiles. Mais je n'ai jamais trouvé véritablement de confirmation écrite comme quoi tel ou tel dessin avait été réalisé par Percier. D'une façon générale, on a assez peu de projets, de décors, de mobilier, d'ornements par Percier en réalité. Autant on a des relevés et des dessins faits d'après des bâtiments ou des objets du passé, autant on a des projets d'architecture co-signés avec Fontaine, autant on a assez peu de dessins pour ce qui concerne la production d'art décoratif de mobilier, sans doute parce que ces dessins étaient acquis par les manufactures. Donc ça, on est arrivé à la conviction que, aussi bien lorsqu'il travaille pour les Jacob que lorsqu'il travaille pour Biennet, etc., les dessins sont gardés dans la manufacture. Si bien que les dessins qui sont donnés aux élèves, les dessins qui sont aujourd'hui conservés à la bibliothèque de l'Institut ici et là, ne comprennent pas ce pan de travail. Il y a un album de croquis rapide qui est conservé au Metropolitan Museum, qui n'a jamais été véritablement étudié. Il est cité toujours, une ou deux images sont publiées par les uns et les autres, mais il n'a jamais été étudié de manière approfondie. Il y a quand même des emblèmes et quelques emblèmes à grandeur nature à l'intérieur qui sont faits pour du textile ou pour de la broderie, etc. Voilà. Sinon, il y a quelques panneaux de textiles qui sont conservés et qui sont attribués à Percier, en particulier à Fontainebleau pour le décor des petits appartements, qui sont attribués de cette façon-là. Mais on est pauvre, on est pauvre en ce qui concerne les dessins que Percier aurait éventuellement réalisés pour des manufactures textiles. D'autres questions peut-être ? Oui, j'aurais une question, s'il n'y en a pas d'autre. Par rapport à la question de la stylistique et son rapport à l'antique, est-ce qu'il crée un style nouveau par rapport à ce qui était fait à la génération précédente, ou alors c'est plutôt un syncrétisme de différentes tendances, d'une relecture de différents aspects de l'art italien, ou alors c'est les deux peut-être ? Je pense que c'est une question qui est relativement complexe parce que Percier et d'une façon générale, Percier et Fontaine ou le recueil de décoration contribuent certainement à créer quelque chose comme un style. Maintenant, on voit très très bien se mettre en place, et c'est peut-être une spécificité de ce moment, deux niveaux en quelque sorte de réception. Le premier niveau, c'est une production qui s'inscrit dans le cadre des commandes pour Joséphine, dans le cadre des commandes pour les fournisseurs de l'armée, c'est-à-dire une commande aristocratique. Et très clairement, Percier et Fontaine, par rapport à ça, apparaissent comme des personnes, selon les paroles même de Fontaine, en vogue entre les années 1796 et 1806-1807. En 1808, Fontaine note que Joséphine les considère comme des personnes passées de mode. Et alors, on a cet intéressant décalage entre un art de cour qui suit un rythme rapide et un développement, disons, appelons ça l'influence, si on veut, à travers le recueil de décoration, qui, lui, s'étend dans le domaine des arts décoratifs, des manufactures, de la formation des élèves et des ouvriers, jusqu'au moins au milieu du XIXe siècle. Donc, oui, à mon sens, il y a un style Percier dans les arts décoratifs, dans tout ce qui est manufacture, école d'art, cours de dessin pour les ouvriers, etc., et qui perdure assez longtemps. Après, dans la production des objets les plus singuliers, les plus remarquables, c'est un peu délicat parce qu'on est toujours surpris
par les productions de Charles Percier. Récemment, là, on a identifié un dessin qu'on peut presque sûrement considérer comme un projet pour la première chambre de Joséphine aux Tuileries, là, au rez-de-chaussée. C'est un dessin qu'on attribue à Percier à cause d'éléments iconographiques, à cause de la qualité graphique du dessin, mais dans lequel beaucoup d'éléments sont très surprenants. C'est-à-dire qu'en fait, il était lui-même dans un processus d'invention et de renouvellement assez rapide de ses propres intérêts. Une question par ici. Moi, je voudrais savoir par rapport au duo justement Percier-Fontaine, comment ça se passait, en quoi Fontaine a influencé Percier ou inversement, comment se faisait l'équilibre en fait? C'est toujours compliqué de connaître l'équilibre du travail de deux collaborateurs de cette façon. On a des éléments très concrets qui sont donnés en particulier par Fontaine lui-même dans son journal privé Mia Vita, où il s'explique sur leur relation, notamment au moment où, avec la formation de la Maison de l'Empereur en 1804, il est décidé que Napoléon n'aura plus deux architectes, mais un seul, et que Fontaine deviendra cet architecte. Et donc à partir de 1799, Percier et Fontaine avaient été les premiers architectes ensemble, et à partir de 1804, c'est Fontaine seul. Et Fontaine s'en explique dans Mia Vita en expliquant que désormais les tâches se partageront entre eux, que Percier a un tempérament qui le pousse à rester dans son cabinet à produire des dessins, et que lui s'occupera de la comptabilité des chantiers et des contacts en quelque sorte extérieurs. Il écrit aussi que c'est Percier presque exclusivement qui s'occupe du recueil de décoration, donc il y a un partage comme ça qui se dessine. Alors je crois qu'il ressort de tout ça très clairement que Fontaine est un entrepreneur, quelqu'un qui adore mettre en œuvre, diriger, qui sait bien négocier avec Napoléon, ce que Percier ne sait pas faire, etc. Et que Percier est avant tout un dessinateur, qui n'est pas nécessairement introverti lorsqu'il parle avec ses élèves ou avec ses pairs ou avec les artisans, mais qui n'est pas préparé à discuter avec des clients importants, etc. Et donc la répartition des choses se fait de cette façon. Il est clair donc que les projets d'architecture sont faits ensemble, même si c'est Percier qui les dessine davantage, mais là, il est délicat de partager les choses, parce que quand deux personnes font quelque chose ensemble, la décision principale, quand est-ce qu'elle se prend, comment ça se passe, je dirais que ça paraîtrait un peu ridicule de tenter de les séparer comme architectes. En revanche, dans le domaine, par exemple, de ces grands dessins exposés au salon, c'est Percier. Les gravures et les frontispices qu'on a vus, c'est Percier. Là, c'est signé, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. La collaboration avec les Jacob, elle est maintenant assez bien documentée. Il y a des travaux récents qu'on va publier dans notre catalogue là, qui ont été conduits par Jean-François Bellost à partir d'archives, notariales en particulier, qui montrent vraiment que la relation avec les artisans, c'est Percier qui l'amène. Donc je crois qu'on commence à y voir assez clair sur la répartition des rôles, sur aussi le tempérament et l'approche des deux. Et en même temps, il y a une part commune, certainement celle de l'architecture. Bonsoir monsieur. C'était pour vous demander, vers la fin, vous avez dit que Percier dessine à Saint-Denis et à Fontainebleau. C'est bien ça? Et il fait des recueils, c'est ça? Il publie ça en recueil ou Alors ça n'a pas été publié. Il y a 4 albums de dessins de Percier qui concernent la France. Enfin, il y en a 4 qui concernent la Renaissance française. Il y en a un qui est conservé au musée Vivenel à Compiègne, et 3 qui sont conservés à l'Institut de France. Ceux du musée Vivenel à Compiègne, ils concernent notamment Écouen, mais aussi un certain nombre, mais également Saint-Denis. Il y a un article qui a été publié dans la revue des monuments historiques, je pense, en 1932 de mémoire, donc c'est la série des monuments historiques qui précède la Deuxième Guerre mondiale, sur le travail de Percier à Saint-Denis. À Fontainebleau, il y travaille à plusieurs périodes. Il y va directement dès son retour d'Italie. Il s'arrête à Fontainebleau, puisque au fond la route de l'Italie passait par Fontainebleau.
il s'y arrête et il y fait des dessins, parce qu'en rentrant d'Italie, il a tellement pris l'habitude de dessiner les monuments qu'il s'arrête à Fontainebleau. Il faut dire que l'architecte de Fontainebleau, à ce moment-là, c'est son maître Antoine-François Père. Donc il s'arrête et il produit une série de dessins. Puis il y retourne au moins à 2 périodes, autour de 1800. Et plus tard, il prépare 3 albums de dessins avec des pages de titres dessinés qui sont donc à l'Institut de France, qui sont des albums presque prêts à publier, mais qui seront jamais publiés, qui sont mis en page, dans lesquels il ajoute des dessins, etc. Donc Bernard Jacquet, notre second intervenant, a fait ses études d'histoire et d'histoire de l'art à Strasbourg. Il est agrégé de l'université, il est docteur en histoire de l'université de Lyon 2. Il a été le fondateur du musée du papier peint de Rixheim en 1983, puis son conservateur pendant de nombreuses années, jusqu'en 2009. Il a également été maître de conférences en histoire des arts industriels à l'université de Haute-Alsace jusqu'en 2012. Il est membre associé du Centre de recherche sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques de l'université de Haute-Alsace, donc à Mulhouse. Et on n'en dressera pas la liste, mais a publié de nombreux articles, ouvrages et catalogues. Je lui laisse tout de suite la parole. Merci Jérémy. Donc mon propos ce soir et de vous parler des papiers peints français sous l'Empire, effectivement. Donc on descend d'un cran par rapport à Percier et Fontaine, naturellement. Donc ces papiers peints français sous l'Empire connaissent un essor absolument extraordinaire. Voici ce que constate donc le dictionnaire de l'industrie en 1801. Presque inconnu en 1760, l'art du papier peint a fait de tels progrès en 20 années qu'à peine les manufactures qui se sont multipliées depuis suffisent aux besoins d'une mode constante et soutenue, parce qu'elle est moins dispendieuse. De fait, le papier peint est apparu dans les années 1760-70, venant de Grande-Bretagne, et a connu un essor fulgurant, en particulier donc dans les années 1780-90. Christine Velu, qui a travaillé sur l'industrie du papier peint à cette époque, a constaté qu'en 1791, rien qu'à Paris, il y a 42 manufactures de papier peint, alors que 20 ans avant, il n'y avait rien, et que dans ces manufactures, il y en a 2 qui dépassent 300 employés, ce qui en fait 2 des entreprises les plus importantes de Paris à la fin du XVIIIe siècle. C'est dire donc cet essor tout à fait étonnant, un essor qui, en fait, va continuer au XIXe siècle. C'est une activité manufacturière plus qu'une industrie au sens mécanique des choses, et elle fait appel essentiellement donc à la technique de la planche pour imprimer. Voici ici un mauvais papier peint qui est là uniquement à des fins de démonstration, et vous voyez les 4 planches qui permettent de gauche à droite donc d'imprimer successivement les différentes couleurs. 4 planches ici, mais le nombre des planches en réalité peut être sans limite. C'est une question naturellement de coût. Cette impression à la planche, nous la voyons représentée aussi ici à gauche dans un document conservé au musée des arts décoratifs, et à droite dans une des assiettes du fameux service des arts industriels de 1826. La technique a très peu progressé entre 1789 et 1826, sinon que l'on fait appel donc sur l'assiette donc qui reproduit, en l'adaptant naturellement, l'atelier un des imprimeurs de l'atelier du four, donc une technique de presse qui permet une impression beaucoup plus précise. Mais
en réalité, donc on reste dans une activité manufacturière. La mécanisation débutera très modestement en 1826 et finalement ce n'est guère que dans les années 1850 que le papier peint sera imprimé mécaniquement. Pour l'époque donc qui nous intéresse, on a des manufactures faisant appel à une main-d'œuvre très nombreuse. Paris domine la fabrication au début du XIXe siècle. Le nombre exact de manufactures n'est pas exactement connu, mais de fait, donc, on reste dans la tradition de la période révolutionnaire. L'autre centre majeur de fabrication, c'était Lyon, mais après 1794 et après donc le siège de Lyon, on peut dire que cette activité a pratiquement disparu à Lyon et Paris reste le seul centre. L'activité est concentrée pour l'essentiel dans le quartier de Saint-Antoine. Finalement, il n'y a guère qu'une seule manufacture notable en province, à Rixheim, c'est-à-dire donc à proximité de Mulhouse. Mulhouse est un centre qui, à partir de 1746, imprime des textiles et donc à partir de 1790 des papiers peints. Et à Rixheim, donc, va se développer une manufacture d'importance qui existe encore à l'heure actuelle. On peut retenir deux manufactures pour cette période. La plus célèbre à Paris à partir de 1808, c'est la manufacture Joseph Dufour. Joseph Dufour vient de Mâcon et a été formé pendant la Révolution à Lyon. Et puis, il y a la manufacture Jean Hubert et compagnie à Rixheim. Le marché est international, certes il y a une fabrication en Angleterre, mais elle est globalement nettement plus médiocre et puis le goût français domine à l'époque. Ajoutons qui plus est la situation politique et économique qui fait que l'empire napoléonien dominant l'Europe, donc le marché, le papier peint français va dominer justement l'Europe et se vendre finalement depuis jusqu'en Russie, mais aussi donc jusqu'en Nouvelle-Angleterre dès la fin du XVIIIe siècle et bien sûr au début du XIXe siècle. Un marché d'importance où on trouve encore à l'heure actuelle nombre de papiers peints sur le mur, finalement beaucoup plus qu'en France, c'est l'Allemagne. L'Allemagne connaît une restructuration politique à partir de 1804, devient la Confédération du Rhin. Par ailleurs, vous avez d'importantes sécularisations, des abbayes sont transformées en châteaux, les moyens sont relativement limités, on sait que la simplification de la carte politique a très largement enrichi Talleyrand et appauvrit naturellement donc les princes allemands. Résultat, donc on a fait appel très largement au papier peint. Vous en avez ici un très bon exemple. La résidence Ellingen, qui est située au nord de Munich, en fait, est une ancienne commanderie de l'ordre teutonique. En 1804, elle a perdu son rôle religieux et finalement, donc, arrivée entre les mains de la famille royale de Bavière, elle a été donnée au feld-maréchal, le prince de Wrede, qui commandait les troupes bavaroises. Et en 1816, celui-ci a fait appel à des soieries françaises, mais surtout à des papiers peints français pour le décor. Nous aurons l'occasion de revoir ici un détail. Cet exemple est un des nombreux exemples allemands où l'on retrouve justement des papiers peints de la période, plus encore que dans notre pays.
Le début du XIXe siècle, c'est aussi un changement profond en matière de goût. Percier et Fontaine donc, le disent très clairement dans leur discours préliminaire au recueil. Et surtout Percier qui l'a écrit, je ne sais pas. Voilà, enfin, quoi qu'il en soit, donc la fin du XVIIIe siècle vit son goût non seulement changer, mais passer brusquement d'un extrême à l'autre. Alors je vous en montre un exemple, enfin 2 exemples concrets. Voici 2 bordures, l'une de 1792, l'autre de 1806. Toutes 2 ont été imprimées par la même manufacture. Le thème est proche des fleurs, mais vous voyez que le traitement naturaliste de 1792, avec ses couleurs extrêmement raffinées, a fait part donc en 1806 à une approche radicalement différente, avec des couleurs donc qui se refusent à toute approche naturaliste et à un jeu formel qui s'éloigne profondément du goût Louis XVI. Alors on va le retrouver non seulement dans des bordures, mais dans des décors. Voici 2 intérieurs, 2 chambres à coucher de châteaux, donc, qui sont à une vingtaine de kilomètres l'une de l'autre. À gauche, nous sommes au château de Montclé. C'est un château qui a été achevé pendant la Révolution. Il appartenait au premier président du Parlement. Il a été achevé de façon assez modeste à cause de l'évolution de la situation du président du Parlement pendant cette période, naturellement, et les chambres font appel à de nombreux papiers peints, en particulier donc à ce merveilleux papier peint en arabesque, là aussi, donc dans des couleurs qui rappellent plus donc les couleurs rocailles que le style Louis XVI a prolongé jusque pendant la Révolution. Au contraire, à droite, nous sommes dans un petit château près de Dole et vous voyez que la gamme de couleurs n'a strictement aucun rapport. Ajoutons par ailleurs nombre d'autres différences. Vous voyez la façon dont est posé le papier peint donc en arabesque de 1790 à l'intérieur d'une boiserie, dans le cas précis sans bordure particulière, alors qu'au contraire le papier peint situé à droite donc a une structure extrêmement complexe, extrêmement rigoureuse, avec une base, avec une frise dans la partie supérieure et puis entre les deux donc un motif répétitif. Une bordure très nette encadre le tout. Dernière remarque, alors que pour le papier Louis XVI, nous avons une surface pratiquement lisse, il y a au contraire donc une recherche sur le volume donc dans le papier peint de 1805. La rupture, vous le voyez, est d'une très grande franchise et on va la retrouver justement dans les papiers empire qui s'éloignent très fortement dans leur manière d'être des papiers peints de la période Louis XVI qui en réalité vont se continuer en matière de dessin, en matière de couleur jusqu'aux années 1798-99. On voit très très bien la rupture parce que pour Jean Zuber et compagnie d'un côté, pour la manufacture Réveillon d'un autre côté, Réveillon, plus exactement Jacques Marais-Bénard, successeur de Réveillon, nous possédons des albums d'échantillons parfaitement datés. Et on s'aperçoit donc que dans les toutes dernières années du XVIIIe siècle, il y a un brutal changement dans le dessin, dans les couleurs.
Pendant la période, au XVIIIe siècle, par ailleurs, on a très largement utilisé, indépendamment des papiers peints répétitifs, donc ce qu'on a appelé les papiers en feuilles. On faisait appel à un décorateur qui concevait un décor et à partir de ce concept, ce décor était réalisé sur le mur. On plaçait des papiers unis sur lesquels étaient découpés des médaillons. Ces médaillons proviennent ici à gauche de la manufacture Arthur et Robert. La vue à droite, donc, c'est un château donc, de Terezín en République tchèque. Ce décor subsiste encore à l'heure actuelle, mais en très mauvais état. C'est une vue d'intérieur comme l'Europe centrale les a beaucoup aimés. Nous sommes là donc, même si le goût, évidemment, est déjà ce goût néoclassique caractéristique du début du XIXe siècle, nous sommes dans un concept, une manière de travailler qui est plutôt du XVIIIe siècle. On retrouve ça ici dans une forme beaucoup plus simple, dans ce décor. Donc nous ignorons le lieu exact, mais en revanche, nous savons que nous sommes en Europe centrale, entre Vienne et Prague, et vous voyez que on a installé sur un papier uni des différents médaillons donc, qui permettent de structurer tout un décor. Alors ça, c'est encore une vision du XVIIIe siècle qui se prolonge jusqu'au début du XIXe siècle. Mais en fait, les fabricants de papier peint, au début du XIXe siècle, mettent en place une nouvelle conception du décor mural, à savoir, donc, on ne fait plus appel à un décorateur, ou plus exactement, le décorateur appartient à la manufacture. Il va concevoir différents éléments qui permettent de construire le mur, donc du haut en bas, avec, comme vous voyez, un bas de lambris, une frise ici en draperie et puis des éléments verticaux. Alors nous le retrouvons dans cet exemple, donc la maquette du musée des arts décoratifs attribuée à Percier-Fontaine et le papier peint donc, qui est conservé donc, dans une collection privée new-yorkaise, une impression qui est attribuée à la manufacture Jacquemart et Besnard. Si vous voyez que nous avons un décor construit avec dans la partie inférieure donc ce lambris assez complexe avec ses personnages, son vase, une frise donc où s'inscrit le fronton, un élément central et puis les deux draperies latérales. C'est l'élément central et les draperies latérales pouvant être naturellement augmentés ou réduits en fonction de la dimension du mur. Donc une nouvelle structuration du mur proposée directement par les marchands de papier peint. L'influence de l'Antiquité, c'est bien sûr l'ornement. Vous avez ici un choix de bordures ou de frises de papier peint donc provenant des différentes collections françaises qui vous montrent alors la dimension architecturale marquée profondément donc par les décors de l'Antiquité à travers les jeux de gravure qui ont répandu dans tout l'Occident ces motifs. Un exemple concret avec cette étonnante frise donc, qui joue les trompe-l'œil. Alors il y a la frise avec ombre à gauche et la frise avec ombre à droite, naturellement pour l'adapter à l'intérieur de la pièce. Et puis vous voyez que toutes les composantes de l'ornement qui sont utilisées ici se réfèrent naturellement à l'ornement
d'ornements antiques, avec bien sûr une relecture qui est tout à fait caractéristique du début du XIXe siècle. Influence de l'Antiquité, toujours avec ces lambris ou ces frises à personnages, ce que l'on peut concrétiser justement dans ce lambris de Jean Hubert et compagnie de 1810, avec ce fort étrange vase de goût étrusque encadré donc par ces deux victoires. Tous les éléments d'ornement que nous trouvons ici, que ce soit la lyre, ces victoires, les signes, le vase à la grecque, donc sont tout à fait caractéristiques de l'époque. L'influence de l'Antiquité, c'est aussi la draperie. Songeons au tableau, par exemple, de David, dans lesquels la draperie joue un rôle majeur. Alors, ce goût pour la draperie, donc David les a repris, on s'en souvient, de différents sarcophages antiques. Le papier peint va reprendre ce jeu de draperie ici, avec un modèle de draperie répétitive. Vous avez deux rouleaux de papier peint côte à côte. Donc, c'est attribué à la manufacture du four en 1807. Et vous avez à gauche, en Allemagne, donc le Schloss Corvey, qui est une ancienne abbaye, là aussi, dont le décor a été transformé au début des années 1820 et qui a fait appel à ce papier peint du four sur le mur. Certaines de ces draperies sont caractéristiques du papier peint dans la mesure où elles permettent finalement à des coûts relativement limités de donner une illusion assez élaborée de draperies infiniment plus complexes. Alors si vous prenez celle-ci, nous avons en réalité une draperie répétitive dans la partie centrale. On peut donc la développer plus ou moins en fonction de la hauteur du mur. En revanche, on colle dessus donc un élément de forme demi-circulaire en guise de frise, avec les éléments pendants de part et d'autre, et puis dans la partie inférieure, eh bien, on colle de la même manière une bordure. Vous avez là un élément extrêmement souple, susceptible de s'adapter à des intérieurs de dimensions très variées et une dimension par là même donc très économique. Certaines draperies plus évoluées, Joseph Dufour en est fait le spécialiste. Donc celles-ci sont datées traditionnellement de 1810-1812 et appartiennent à une série beaucoup plus complexe. On ne peut être que fasciné par l'effet de trompe-l'œil, par le jeu d'illusion. Remarquons cependant que l'illusion ici va très loin, puisque la réalité de ces draperies est pratiquement impossible, et que par là même donc ces draperies ont rencontré, semble-t-il, un assez grand succès jusque dans les palais, dans la mesure où elles permettaient de maintenir en place justement de tels décors, ce qui eût été difficile avec des textiles. Un des exemples les plus célèbres mais plus tardifs, la draperie ici est toujours de Dufour, mais des années 20-25, son goût montre justement un alourdissement général des formes, et vous avez donc cette draperie utilisée sur le mur dans un étonnant décor. Le palais Marie-Christine, le décor a malheureusement disparu. Si le palais Marie-Christine subsiste toujours à Nice, c'est là que la reine de Suède, la femme de Bernadotte, qui ne s'est jamais habituée à la fraîcheur de Stockholm, se plaisait
plaisait à passer ses hivers et donc elle a fait décorer avec ses draperies cet intérieur et manifestement le décor des plafonds est lui aussi réalisé donc en trompe-l'œil et en papier peint à partir de différents éléments. Alors là, nous sommes un peu tard par rapport à l'Empire, mais c'est vrai que ce goût va se manifester, bien entendu, tard. Et puis enfin, les vues qui nous montrent cela sont assez rares pour que l'on puisse retenir une vue d'intérieur aussi tardive. L'influence de l'Antiquité, c'est aussi le goût pour la figure humaine qui est largement utilisée en papier peint et vous pouvez décorer votre intérieur donc avec des séries de statues, soit en pierre, soit comme ici en bronze et vous avez même d'ailleurs plusieurs nuances de bronze. Nous avons ici une série et 4 saisons qui a été dessinée par Évariste Fragonard, donc le fils néoclassique du grand Fragonard, pour Jean Zubert et compagnie. Excusez la différence d'échelle, c'est lié aux reproductions. Il est évident que les 4 personnages sont de taille semblable et de l'ordre à peu près d'1,50 m de haut. Une des séries aussi les plus connues, c'est la série donc des mois réalisée par Évariste Fragonard pour la manufacture du four et bien entendu donc le traitement des figures, leurs attitudes, leurs gestuels est tout à fait caractéristique de l'influence antique, donc telle qu'on la percevait à cette époque. Un autre exemple qui provient toujours de cette résidence Ellingen avec la fameuse série de tableaux tentures que Joseph Blondel a dessiné pour Dufour sur le thème de Psyché. Alors ici, l'illusion est poussée assez loin puisque, alors, sur un fond qui imite le velours, c'est ce qu'on appelle un papier peint tontis, qui à l'origine était vert, mais comme il s'agit de laine, cette laine a évolué avec la lumière, elle est devenue brunâtre à l'heure actuelle. Donc on a encadré le tableau d'une bordure à l'antique et on y a même ajouté donc un petit élément de façon à donner l'illusion que par le biais d'un cordon, le tableau était attaché à la simèse. Un travail donc d'illusion là aussi assez caractéristique de cette époque. Quant à cette série, donc c'est une des séries les plus célèbres, donc avec son travail donc très particulier, extrêmement raffiné, que l'on ne trouve que de façon exceptionnelle dans les papiers peints de l'époque. Une des grandes nouveautés enfin, de l'époque, c'est ce qu'on appelle généralement des paysages, à savoir donc des laits de papier peint entre 20 et 32 en règle générale qui, collés les uns à côté des autres, forment donc tout le décor d'une pièce. Nous les appelons, mais seulement depuis les années 1920, panoramique. L'époque, donc, ignorait totalement ce terme et préférait le terme de paysage. En voici un des premiers que nous connaissions, dessiné encore par Joseph Dufour en 1804. Il s'agit seulement de 2 ou 3 laits, et vous remarquez donc ce jardin, même si les personnages ne sont pas antiques, a un caractère très antiquisant, même s'il se veut naturellement anglais.
Un autre exemple de paysage de la même époque, il a malheureusement disparu d'un incendie d'un château du Beaujolais, les ports de France. Donc, et, nous avons ici une vue du port de Bordeaux, hein, avec un premier plan totalement idyllique, une campagne très rousseauiste sur laquelle se promènent donc quelques personnages. Et puis de l'autre côté de l'eau, de la Garonne, donc les façades de la Bordeaux de l'époque. Autre exemple particulièrement célèbre, cette création de Dufour, les monuments de Paris. Donc on a aligné au bord de l'eau les monuments de Paris de façon plus ou moins arbitraire, encore qu'esthétique. Et puis de l'autre côté de l'eau, nous avons un paysage campagnard qu'Odile Nouvelle a pu comparer à l'île Saint-Pierre, chère à Rousseau. D'un côté, cette vie idéalisée, rurale, et puis de l'autre côté, la somptuosité, mais aussi naturellement donc, les horreurs de la vie parisienne. Cette création, justement, ici est installée dans un château de Hesse. On va souvent très loin, on s'éloigne, mais en apparence seulement de l'Antiquité, avec cet autre paysage, l'Hindoustan, une création de Zuber, donc en 1807, installé au château de Nov, et remarqué donc que, comme dans le cas précédent, donc ces paysages ne sont pas présentés en continu, en panorama, mais bien en tableaux successifs avec leur encadrement. Alors, un dernier exemple qui nous fait revenir à l'Antiquité. Donc là, c'est une aquarelle donc, de 1820 qui nous montre un paysage qui se nomme la Grande Helvétie, création de Zuber de 1815 au château de Nymphenburg. Alors le paysage donc est encadré par des colonnes, par un lambris, une frise, le tout est bien entendu en trompe-l'œil et en papier peint. Alors, en quoi la Suisse, en quoi les vues de Paris, en quoi l'Hindoustan donc se réfère-t-il à l'Antiquité? Alors tous ces paysages créés justement, et on en compte au moins une vingtaine, donc dans la période de l'Empire, ont une caractéristique commune. Ils nous représentent le monde tel une Arcadie où donc dans des paysages aussi merveilleux que possible se déplacent très calmement quelques personnages. L'Arcadie parisienne au besoin. Donc, elle peut prendre des formes bordelaises et puis elle peut prendre la forme d'un jardin anglais. Une forme de paysage très particulière et qui reprend un truc de composition que David a utilisé dans son fameux serment des Horaces. C'est donc ce paysage dont on ne sait pas grand-chose, d'où les points d'interrogation, donc qui portent le nom de portique d'Athènes. Donc devant une série de portiques se déplacent des personnages à l'antique. Il s'agit d'un détail de tout un ensemble. Une autre formule donc, qui fait appel aussi à ce même type de composition sous une forme beaucoup plus simple et connue, donc sous le nom de palais royal.
L'Antiquité pour tous, c'était le titre de mon intervention. Alors, en quoi s'agit-il d'une intervention, d'une Antiquité pour tous? Parlons gros sous, si vous le voulez. Ça me semble important. Un ouvrier, donc, à l'époque, gagnait environ 1 franc par jour, 1 franc or, naturellement. Un imprimeur pouvait gagner jusqu'à 2 francs, 2 francs 50. Or, donc, un rouleau de papier peint d'assez bonne qualité, donc un rouleau d'une dizaine de mètres de long, donc coûtait entre 10 et 20 francs or. Le prix pouvait être plus élevé pour des draperies raffinées. Un paysage donc arrivait sur le marché à environ 200 francs or. Donc il est clair que l'ouvrier qui l'avait imprimé ne pouvait pas s'offrir de tels décors. En revanche, donc si je compare mon lait de papier peint d'une dizaine de mètres, entre 10 et 20 francs, retenons même, si vous le voulez, les 20 francs, ce qui en fait déjà un produit de grande qualité, et comparons-le avec le prix d'une soierie. Si je reprends le catalogue des soieries du mobilier national, qui est d'une précision absolument extraordinaire, on s'aperçoit donc que les laits de soierie les moins coûteux, donc le mètre de soierie donc arrive à une centaine de francs. On est évidemment très loin des prix du papier peint. Donc le papier peint donc, est adapté naturellement à cette classe moyenne montante qui s'est développée au cours du XVIIIe siècle et donc va plus encore se développer au XIXe siècle. Et cette classe va pouvoir effectivement donc transformer ses intérieurs exactement comme les princes de l'époque en faisant appel à des décors inspirés de l'Antiquité. Je vous remercie de votre patience. Merci beaucoup, cher Bernard, pour cette présentation. Donc, l'Antiquité pour tous, peut-être pas, mais une Antiquité plus accessible, c'est certain. Alors, y a-t-il des questions, justement, pour ce domaine d'application? Oui. Bonsoir, et merci de votre intervention intéressante. J'ai une petite question sur ce que vous appelez les décors, parce que j'étudie une maison en Hollande. En Hollande, oui. Oui, de style empire. Et la plupart des papiers sont décrits comme des décors avec des bordures. Donc, oui. Est-ce que j'ai bien compris que les décors, c'est toujours quelque chose de grand, comme une vue qui remplit tout le lait, et non pas un petit motif qui se répète? Alors, le terme de décor est véritablement spécifique au papier peint et apparaît à l'extrême fin du XVIIIe siècle et s'impose effectivement au XIXe siècle et va connaître le succès jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors, ce que l'on nomme décor, ce sont justement des motifs extrêmement élaborés. Vous avez donc un élément qui couvre le mur au-dessus d'un lambris, en dessous d'une frise et qui peut être encadré par des jeux de bordures plus ou moins complexes. Pratiquement toutes les grandes manufactures de l'époque en ont fabriqué et s'ils apparaissent dès l'Empire, ils vont être infiniment plus nombreux dans les générations qui suivent et prendre des formes donc des plus élaborées. Et Jérémy Serment en a encore repéré donc sous la forme Art Nouveau. Voilà. Merci. Juste un détail au sujet de ces décors, on les connaît relativement bien parce que pour
faciliter le montage de ces décors. Donc, les manufacturiers réalisaient, à partir du moment où la lithographie a été disponible, c'est-à-dire en pratique dès les années 1820, donc réalisaient des modèles. Et à partir de cela, comme ces modèles portent des titres, portent souvent le nom de la manufacture, donc il est possible de préciser ce qu'il en est de ces décors. Merci pour votre intervention. L'engouement dont vous nous avez parlé pour les papiers peints, vous l'attribuez effectivement au fait que c'est beaucoup moins cher que les soieries. Ça permet de faire illusion, ça change le décor. Sinon, vous l'attribuez à quoi en fait cet engouement? Cet engouement, alors il est frappant que à la fin du XVIIIe siècle, vous avez d'un côté un développement du papier peint que les observateurs de l'époque attribuent justement à ce relatif bas coût, mais il y a aussi, parce que c'est une nouveauté, il y a un phénomène de mode important. Et lorsque la famille royale s'installe aux Tuileries, les appartements qui étaient en mauvais état, au moins les appartements privés du premier étage. Donc les appartements sont complètement refaits en papier peint, y compris la chambre du roi. On n'utilise pas de la soierie, c'est frappant. Il est vrai que le roi et sa famille espéraient bien ne pas rester fort longtemps là, et donc ils n'ont pas dépensé des sommes trop importantes, mais il n'empêche, donc il y a là un phénomène de mode pour que l'on puisse utiliser jusque dans des intérieurs princiers des papiers peints. Or ceux-ci sont aussi nombreux, entre autres à Fontainebleau, et beaucoup ont été posés justement à l'époque de Napoléon Ier. Donc indépendamment de ce phénomène de bas coût, on dit que Napoléon aimait bien les papiers peints parce qu'il avait un côté un peu radin, c'est pas tout à fait exact et un peu simpliste, mais il n'empêche qu'il y a un goût lié à la nouveauté. Il est clair que lorsque le papier peint va s'industrialiser, donc cette dimension-là va disparaître. Pardon, j'aurais également une question. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a un renouvellement de l'ornement assez régulier? Est-ce que vous arrivez à constater que tout à fait. On voit, pour satisfaire la clientèle, pour l'inciter peut-être à changer les décors, on a un renouvellement de l'ornement et une évolution justement de ce que vous avez montré, c'est-à-dire le Alors 16, pour une manufacture classique comme Zuber, comme tout est bien conservé, les archives sont assez complètes, on peut s'apercevoir que sous l'Empire, chaque année, la manufacture donc, réalise une collection de entre 40 et 60 motifs. Donc il y a un renouvellement important, effectivement, et donc oui, les ornements par là même se renouvellent. Alors il peut y avoir évidemment donc une évolution qui correspond à ce qu'on a l'habitude de relever comme l'histoire du goût, mais il peut y avoir des retours en arrière qui sont très intéressants. Par exemple, je vous ai montré là ces fleurs fortement stylisées, que ce soit du point de vue du dessin ou de la couleur. Donc le dessinateur de la manufacture, que pour simplifier j'appellerai Zuber, elle a changé à plusieurs reprises de nom, donc faisait appel pendant la période révolutionnaire à un dessinateur de fleurs qui avait travaillé au Gobelin. Donc ici, un dénommé Malen, d'ailleurs l'année dernière lors de l'exposition, donc était présenté un certain nombre de réalisations de Malen. On le met à la porte en 1800 parce que justement son goût reste trop Louis XVI et ne s'adapte pas très bien
Puis quelques années après, donc, on le réembauche parce que justement, le marché ne suit pas obligatoirement. Évidemment, donc, dans les grandes villes, ça marche, mais pas partout, et on continue à demander donc, des choses plus anciennes. Mais cela dit, oui, il y a un renouvellement systématique de l'ornement. Oui. Merci infiniment de cette précision. Et pour apporter un complément, peut-être justement par rapport aux archives Hubert, tu peux quantifier le succès évidemment de tel ou tel motif. Tout à fait, oui. Donc si tu prends plutôt un motif d'inspiration antique et autre justement. chose... Alors, tout le travail reste à faire. D'accord. Voilà. Non, les archives existent. Maintenant, il faudrait dépouiller systématiquement les ventes, hein, effectivement, ce qui est un travail... assez démentiel quand même. On peut le faire. Qui permettrait effectivement de voir cette antiquité. Pour les paysages, donc ça, on peut, là on a pu le faire et voir effectivement les quantités. En revanche, pour les autres motifs, vu la quantité, il y a tout un travail. Mais tes nombreux étudiants... Peut-être un jour, appel au peuple. Voilà. Bien, plus d'autres questions ? Donc nous pouvons passer à la suite et accueillir notre troisième intervenant, une intervenante. Et d'ailleurs, donc l'intervention de Bernard Jacquet permettait aussi de faire une transition toute trouvée avec la suite, puisque nous allons parler de soierie. Donc je vous présente Carole Damour, qui est une professionnelle du textile et de la décoration, et qui travaille depuis 1996 pour la société Le Lièvre. Et depuis 2008, plus spécifiquement, elle travaille pour la manufacture Tassinari et Châtel, qui est donc propriété de la maison Le Lièvre, et ce, donc en tant que documentaliste et archiviste textile, où elle est en charge de la promotion de l'histoire de la manufacture et de ses prestigieuses soieries. Elle a notamment contribué à l'ouvrage de Jean-Pierre Planchon sur Tassinari et Châtel, donc Tassinari et Châtel, la soie au fil du temps, publié aux éditions Monet-Laillot en 2011, et elle organise régulièrement au showroom parisien des présentations des textiles du patrimoine de la manufacture Tassinari et Châtel. Nous vous écoutons. Exactement, merci beaucoup, merci à tous. Donc c'est vrai que là je vais me baser moi sur une manufacture qui existe depuis 1680 et qui a la chance d'avoir depuis 1795 quasiment tout un fonds d'archives complet, puisque à cette époque-là, c'est à l'époque de l'Empire, c'est Camille Pernon qui démarre tout ce travail avec Napoléon. Et de 1795 à aujourd'hui, on a presque un échantillon de tout ce qui a pu être produit, ou en tout cas des livres de dessin et des livres de petites tirelles, des petits échantillons qui sont collés dans des grands volumes, ce qui nous permet de retracer quand même assez justement l'histoire de cette manufacture. Donc, après la période tragique de la Révolution française, l'arrivée de Bonaparte au pouvoir a considérablement modifié l'avenir de la grande fabrique lyonnaise. Face au palais dépouillé et vidé, en majeure partie de leur prestigieux mobilier, Bonaparte s'engage à redonner à ses résidences la grandeur qu'elles méritent, dans un style moderne et nouveau que l'on nommera par la suite le style Empire. Depuis François Ier, la ville de Lyon est la ville de la soie. L'activité des manufactures de soie est appelée la Grande Fabrique, et depuis sa création, elle est soutenue par le roi, d'où la succession de périodes de prospérité et de périodes de crise profonde. Une grande partie de la population lyonnaise travaillait dans des milliers d'ateliers pour quelques centaines de marchands. Aujourd'hui, cette activité est devenue une petite niche, avec moins d'une dizaine de tisseurs à bras en France, aptes encore à réaliser les étoffes prestigieuses présentées ici, toutes tissées par la manufacture Tassinari et ses prédécesseurs. En 1664, Colbert crée le garde-meuble de la couronne, et depuis, toutes les commandes relatives au décor des différents palais sont gérées par l'intendant de cette institution parisienne. Au travers des siècles, cette maison en charge d'aménager les résidences royales, en passant les commandes nécessaires, s'est appelée garde-meuble de la couronne, mobilier de la couronne, mobilier impérial et aujourd'hui mobilier national.
À la fin de l'Ancien Régime, l'intendant Thierry de Ville-d'Avray apporte sa touche personnelle dans la gestion des trésors d'ameublement et cet inventaire, basé sur une numérotation par château, recense environ 9000 objets mobiliers. Ce principe sera maintenu au XIXe siècle et notamment sous le Premier Empire pour gérer les quelques 100 000 mètres d'étoffe. Ce suivi extrêmement précis a permis aux différents experts en histoire de l'art de retracer avec certitude les achats réalisés pour redécorer les palais. L'impact de la Révolution est violent pour les manufactures de tissage de la fabrique lyonnaise. Depuis septembre 1792, les fabricants ont arrêté toute livraison au mobilier du garde-meuble. Camille Pernon, un des fournisseurs officiels de l'Ancien Régime, mais aussi fournisseur d'étoffes pour d'autres cours européennes, voyant la situation de son pays compliquée, quitte la France et continue son activité avec la Russie, l'Espagne, la Suède. Dans les toutes dernières années du XVIIIe, Camille Pernon retrouve sa ville de Lyon, terriblement marquée par la plus importante crise de son histoire. Les Lyonnais sont en révolte contre la Convention, les monuments sont détruits, les manufactures anéanties. En 1795, malgré une notoriété internationale, Camille Pernon redémarre seul son activité à sa base. Très vite, il connaît un succès éblouissant dans ses affaires, la reconnaissance de son travail de très grande qualité et reçoit les distinctions dues à son mérite. En effet, en janvier 1802, après sa campagne d'Égypte, le premier consul, Bonaparte, accompagné de son épouse Joséphine, s'arrête à Lyon et visite des manufactures de la fabrique lyonnaise, conscient qu'il doit remettre en état les palais français en sauvant les manufactures de métiers d'art, dont le savoir-faire unique a fait ses preuves au siècle précédent. Aussitôt, Bonaparte charge Duroc, gouverneur du palais, en attendant la réorganisation du garde-meuble, de passer une importante commande, essentiellement pour Saint-Cloud, pour sauver la soierie lyonnaise. Camille Pernon, dont la réputation n'était plus à faire, avait retenu toute l'attention du premier consul, qui avait découvert sur ses métiers à tisser des dessins d'un nouveau genre. C'est donc à Camille Pernon que revient l'entière responsabilité de cette première commande de 1802. Suivront alors 3 autres phases de commande, en partie réalisées par Camille Pernon, puis par ses successeurs, grands frères, à partir de 1807. La commande en 1806 pour le palais de Versailles, entre 1804 et 1809 pour différents palais, et la plus importante en 1811, à nouveau pour Versailles. Finalement, rien ne sera posé à Versailles. Pour toutes ces commandes, en dehors de celles de 1802, une organisation rigoureuse a été mise en place par le mobilier impérial. La plupart du temps, les fabricants soumettaient leurs propres dessins à l'administration du mobilier impérial, des dessins d'un genre, je cite, des dessins d'un genre convenable, parfaitement bien composés et susceptibles d'être agréés sans difficulté. Le garde-meuble se réservait le droit d'y apporter certaines modifications qui lui semblaient utiles et les fabricants pouvaient demander l'aide des artistes de Paris pour l'exécution de leurs dessins. Les soumissions étaient alors débattues entre la Chambre de commerce et le mobilier de la Couronne, qui par la suite se chargeait de la surveillance de la fabrication des étoffes. Enfin, la conformité de ces fournitures de soierie était réalisée conjointement par les 2 établissements, épaulés par les experts en teinture de la manufacture des Gobelins. Respect du dessin proposé et des fils utilisés, poids de l'étoffe au mètre, solidité de la teinture à la lumière et à l'air. Contrairement à l'idée que tout le monde se fait des décors du Premier Empire, les étoffes tissées pour redécorer les palais ne sont pas toutes rouges ou vertes. Le damas vert et le brocart à fond rouge sont souvent utilisés pour les pièces d'apparat de Bonaparte. Derrière se cache un raffinement de couleurs dans les qualités diverses de satin, gourgouran, cantillé, lampas, brocart, velours. Des gros bleus ou lapis, bleu clair, blanc, gris, gris d'acier, gris de lin, des verts émeraude, gros vert, couleur d'or, boutons d'or, jonquilles, citron, bois de citron, ponceau, amarante, cramoisie, nacara, prune, violet fin, tabac d'Espagne, mordoré brun, terre d'Égypte, noisette, lilas, des fils d'or et d'argent filés ou frisés, des soies nuées, autant de termes issus du livre de dessin de Camille Pernon, puis des frères Grand. La teinture de toutes ces couleurs était très réglementée. Tous les coloris de la gamme des rouges étaient réalisés avec de la cochenille pure.
Les jaunes avec de la gaude de bonne qualité en un ou plusieurs bains, suivant l'intensité de la couleur. Les bleus en un seul trempage dans une cuve garnie d'une suffisante quantité d'indigo pour obtenir la puissance voulue. Les verts en 2 trempages de gaude puis d'indigo. Les violets avec de la cochenille puis pure puis de l'indigo. À cette subtilité de couleurs s'ajoute une richesse de dessins, toutes différents, reprenant des symboles impériaux, des références à l'antique, à l'Orient, ou tout simplement une explosion de fleurs que butinent parfois des abeilles, des palmes et des palmettes, des feuilles de chêne, de laurier et d'acanthe, des couronnes de myrte, du lierre, des étoiles à 5, 6 ou 8 branches. Le stock d'étoffes, plus qu'important tissé sous le Premier Empire et que partiellement utilisé, constitue une réserve très importante qui sera utilisée sous la Restauration et le Second Empire. En effet, seuls moins de 11 000 mètres furent prélevés sur l'importante commande de 1811, s'élevant à plus de 80 000 mètres. En 1802, Camille Pernon reçoit une commande de 700 000 francs pour la réalisation de 10 décors complets prestigieux pour le Palais de Saint-Cloud. Aucune information n'est donnée quant à la qualité, quant au dessin et quant au coloris. Aujourd'hui, ces réalisations sont considérées par les experts textiles et les historiens d'art comme une merveille du style empire, les étoffes les plus abouties et les plus prestigieuses. D'où ma question tout à l'heure sur l'influence de Percier, parce que ça, je n'ai pas trouvé. Pour son travail, Camille Pernon est considéré par l'empereur, à tous égards et sans comparaison, le premier à Lyon. Commandée pour le grand salon de Joséphine Bonaparte, donc là on est dans les commandes de Saint-Cloud, cette étoffe est livrée en 1804 et ne sera utilisée qu'en 1808 contre le gré de l'impératrice pour le grand salon au Palais des Tuileries. Cet ensemble d'étoffes se compose de feuilles de lierre, symbolisant avec sa feuille persistante l'éternité, et de feuilles de myrte, référence à l'amour. Ce décor d'amour éternel est confirmé avec l'emploi d'une grande bordure de guirlandes de reine Marguerite, fleur de l'amour pur et innocent, afin de faire ressortir la richesse et la beauté de cette étoffe sur fond de damas bleu. Les boiseries de la pièce avaient été entièrement dorées. Là, vous avez le décor, et c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise aussi pour la soierie, du damas cramoisi à feuilles de chêne qui est commandé pour la salle du Conseil d'État au Palais de Saint-Cloud. Son dessin très réaliste fait référence à la puissance et la prospérité. Il s'agit de la seule étoffe de la commande de 1802 qui ait été utilisée pour sa destination d'origine. En effet, ce meuble est mis en place en 1805 au Palais de Saint-Cloud dans la salle du trône ou ancienne salle du Conseil d'État. Il a aussi été utilisé au Grand Trianon de Versailles en 1809 dans le salon de l'empereur, aussi appelé Salon des Malaquites. Ce dernier salon a été restitué dans son état Premier Empire en 1956 et la manufacture Tassinari et Châtel a tissé toutes les étoffes nécessaires. Le décor du damas vert à palme, commandé pour la salle de la bibliothèque du premier consul. Ce dessin est parfaitement symbolique. Une palme, comme toute tige verte, représente la vitalité, donc la victoire, assise sur une double couronne de feuilles de chêne et de feuilles de lierre, symbolisant ensemble la puissance éternelle. Portant les valeurs de Bonaparte, ce damas a été utilisé à plusieurs reprises dans les appartements de l'empereur. En 1805, dans le grand cabinet de l'empereur au Palais de Saint-Cloud, au Palais de Laeken, et en 1809, dans l'antichambre de l'appartement de l'empereur au Palais des Tuileries et dans le salon de réception de l'empereur au Palais Rohan à Strasbourg. Ce damas a fait l'objet du plus important litige sous le Premier Empire. En 1807, la décoloration rapide de l'étoffe est constatée, mettant directement en cause Camille Pernon. Ce dernier, avide de perfectionnisme et d'excellent travail, est profondément touché et détruit. Un dossier est instruit qui déculpabilisera Camille Pernon, la faute étant imputée au seul teinturier. Là, vous avez le décor bois de citron à étoile gris de lin qui est commandé pour le cabinet de toilette de Joséphine Bonaparte. Cet ensemble a été utilisé en 1805 pour le salon de musique de l'impératrice au Palais des Tuileries, pour lequel un complément de commande a été passé en 1806. Et en 1810 pour la chambre de l'empereur au Grand Trianon à Versailles, dont la pièce a été restituée en 1963.
La commande de 1806, qui est une grande commande qui est passée pour assurer l'aménagement du château de Versailles, et notamment l'aménagement de la salle du trône par Démasis, nouvel intendant du mobilier impérial. Cette commande devait aussi permettre de pallier à toute demande pour un aménagement rapide d'un autre palais. L'aménagement de Versailles est finalement reporté, l'empereur ayant renoncé à y séjourner. Les étoffes pour la tenture et pour les sièges commandés pour la salle du trône au palais de Versailles. Cette étoffe présente de nombreux emblèmes impériaux, à commencer par l'aigle présenté avec des ailes éployées, fait rare dans les décors du Premier Empire. Le projet de Versailles est momentanément abandonné et ce meuble est complété par une nouvelle commande en 1811 d'étoffes de portières et de cantonnières. À nouveau reportée, l'importante quantité d'étoffes en brocart d'or trouve une utilisation sous la Restauration, nécessitant alors une nouvelle commande d'appiècement pour faire disparaître les emblèmes impériaux. Cette diapositive montre les modifications entre le dessin de Camille Pernon en 1806 et la photographie d'Ernest Dumontier pour le mobilier national en 1914. Ce meuble est utilisé par 3 fois au Palais des Tuileries, en 1821 pour le grand salon de la Duchesse de Berry, pour les sièges et les bordures, en 1834 pour le grand salon du duc d'Orléans, les portières, et en 1855 pour la salle du trône de Napoléon III. Le damas économique, ça c'était une nouveauté aussi de Camille Pernon. C'était une découverte afin de diminuer le prix au mètre, sachant que d'après lui, le tissu, je cite, pouvait être pris lorsque l'étoffe est tendue sur le mur pour du damas de soie et qu'elle a la même durée. La fleur de pavot et le papillon sont des représentations du sommeil, ce qui pourrait permettre son utilisation dans une chambre. Mais ce damas sera utilisé en 1810 dans le salon du Dégin, appartement de l'empereur au Grand Trianon à Versailles. Cette pièce a été restituée en 1963. Différentes soieries commandées à partir de 1804. Sacré empereur en 1804, Napoléon ordonne au mobilier impérial de remettre en état les différentes demeures impériales et passe de nombreuses commandes pour soutenir les fabricants lyonnais, sans toujours une affectation précise. Le décor du damas bleu lapis et blanc à étoiles jaune citron est commandé en 1806 à Camille Pernon sans destination précise. Cette soierie est la première à avoir été montée sur un métier jacquard, mais sans succès. En effet, dans le livre de Camille Pernon, on peut lire, je cite, « Sur la première mécanique jacquard, en 1806, au mois de février, ce dessin monté chez Humbert, quai de Retz, avec une mécanique à la jacquard qui ne put marcher, on leva la pièce pour la donner à Petiot sur un métier à sample. » Ce très beau lampas est utilisé en 1810 au Grand Trianon pour le premier salon de l'impératrice Marie-Louise. Cette même étoffe a été retissée à l'identique par la manufacture Tassinarié-Châtel en 1962 pour la restauration du salon de la Chapelle au Grand Trianon à Versailles. Vous avez là le décor du damas bleu liseré jaune, dessin à bouclier, commandé en 1808 à Grand Frère, puisque donc en 1807, Camille Pernon cède sa manufacture à Grand Frère, pour le premier salon de l'empereur au Palais de Meudon, d'après un dessin de l'architecte Alexandre Brognard, qui associe 2 motifs principaux, le N de Napoléon dans un bouclier et un bouclier dans un encadrement de feuilles de chêne et de laurier. Initialement, sur les boucliers devait être inscrit le nom des victoires de Napoléon au point de broderie. On retrouve dans notre fonds d'archives 2 laits assemblés de cette étoffe dont les emblèmes de Napoléon, le N et les abeilles, ont été cachés, probablement sous la Restauration, par du feuillage. Cette étoffe a été placée à 2 reprises, en 1811 pour le Grand Salon de l'Empereur au Palais de Meudon et en 1816 pour le Grand Salon du Duc de Berry au Palais des Tuileries. Le très beau brocart, décor du brocart or et vert avec un dessin J et la fleur de pêcher, commandé en 1809 à Grand Frère pour le 3e salon de l'impératrice au Palais de Compiègne, d'après un dessin de Nanteuil, frais et fleuri, et installé la même année. Ce dessin pour siège, avec un motif pour l'assise et un motif pour le dossier, présente sur ce dernier une corne d'abondance, jouant à la fois sur le prénom de Joséphine et le symbole de la prospérité. La fraîcheur des coloris apporte beaucoup de poésie au décor, dont le fond vert a été transmis par Nanteuil à Grand Frère, comme l'atteste cette correspondance
tamponné à la cire par le garde-meuble. Ce salon sera finalement installé pour l'arrivée de l'impératrice Marie-Louise dans un décor profondément signé de Joséphine. Il est toujours en place dans son état d'origine au palais de Compiègne. Les étoffes de 1811. En 1810, le projet de Versailles est repris et est l'objet de nouvelles commandes qui arrivent au bon moment pour sauver la fabrique d'une crise encore plus importante que les précédentes. Les 80 000 mètres d'étoffes en tissage pour le château de Versailles vont occuper à plein les différentes manufactures avant qu'elles ne tombent à nouveau dans l'inactivité. Par exemple, pour la manufacture Grand Frère, successeur de Camille Pernon, la manufacture Grand Frère supervise en 1810 une soixantaine de métiers à tisser à bras. En 1813, il ne lui reste que 3 métiers en activité. Le décor du brocart or et blanc, broché soignué à couronne d'olivier et bouquet de pavots, avait été commandé à Grand Frère pour la chambre à coucher de l'empereur. Ce brocart somptueux par les choix des fils utilisés, soignués, orfilés et chenillés pour la couronne de feuilles d'olivier, apporte un relief incroyable au décor très coloré. Non employé sous l'Empire, cet ensemble est complété par une nouvelle commande en 1821 en vue d'aménager la chambre à coucher de la duchesse d'Angoulême au Palais des Tuileries. Une grande partie des étoffes restantes sont offertes par la reine Marie-Amélie en 1838 pour réaliser par le chasublier Biet des vêtements liturgiques pour une grande paroisse parisienne. Une chasuble, une dalmatique, un pluvial, le tout dans un état de fraîcheur remarquable. Le décor du gros de tour broché or et soignué à décor de rosaces, fleurs de cloche, camée et cygne est commandé à Grand Frère pour le cabinet de repos de l'empereur. Il s'agit d'un des 2 seuls décors textiles à représenter le cygne, emblème impérial par sa pureté, sa grâce et ses courbures, sans véritable signification connue. Les étoffes de ce décor ne furent pas utilisées sous l'Empire, mais à plusieurs reprises au château de Saint-Cloud sous la Restauration, en 1827 pour le boudoir de la duchesse de Berry au rez-de-chaussée sur le fer à cheval, et en 1829 pour le cabinet de travail de la duchesse d'Angoulême pour couvrir entre autres un mobilier Jacob Desmalter de l'impératrice Joséphine. Certains autres petits métrages ont été utilisés à différents endroits. Le décor du satin jaune avec double fond lilas, dessin à boule de neige, qui est commandé pour le 4e petit salon de l'impératrice, il n'est pas utilisé sous le Premier Empire. Ce magnifique lampa broché, riche en couleurs inattendues, est posé en 1837 sur un mobilier en bois doré pour la chambre du roi au palais de Meudon et en 1849 au palais de l'Élysée dans le salon doré de Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, actuel bureau du président de la République. Ce damas carrelé bleu à cornes d'abondance, caducées et fleurs de pastel, commandé à Grand Frère pour un salon de l'empereur. Suite à l'affaire du damas vert de Camille Pernon, décoloré précocement, cette étoffe a été tissée avec des fils teints par les Gobelins, avec des fleurs de pastel afin d'assurer la solidité à la lumière, les teintures à l'indigo ayant eu des déconvenues. Le dessin, représentant ces fleurs de pastel, est un clin d'œil à la technique de teinture utilisée. Ce damas n'a pas été employé sous le Premier Empire et mis au rebut sous la Restauration en raison de l'abeille entre chaque médaillon. Enfin, un petit peu en rupture avec ma présentation chronologique, je terminerai par le velours blanc ciselé à lame d'or de 1806 qui a fait l'actualité en France au printemps. Il a été livré par Vacher pour la petite chambre de Joséphine au palais de Fontainebleau, l'ancien boudoir turc de Marie-Antoinette. Et ce dessin est inspiré de l'Orient, simple au regard, et très subtilement construit, laissant apparaître la lame d'or d'une façon que l'on croit aléatoire. L'ensemble de cette pièce a fait l'objet d'un appel à mécénat en septembre 2010 et le mobilier de Jacob a été présenté à la Galerie Aveline à Paris avec son tissage d'origine. La manufacture Tassinari et Châtel a délivré en 2014 pour la restitution de cette chambre ce velours tissé sur métier à bras dans le coloris blanc d'origine avec des lames d'or. Très grande difficulté parce qu'un velours blanc en théorie n'existe pas, ne peut pas être. Et puis trouver un fournisseur aujourd'hui de lames d'or, ce n'était pas non plus quelque chose d'évident. Le château de Fontainebleau présente à nouveau son bijou unique au monde, fermé depuis plus d'un siècle et réouvert depuis le 11 mai 2015, après 7 années de restauration.
Voilà, la Révolution française ébranle la grande fabrique lyonnaise. Napoléon s'investit et investit massivement pour soutenir le secteur. Les ateliers tournent à plein régime et produisent en quantité et en qualité. De par son implication et son souhait à sauver la fabrique lyonnaise, Napoléon Bonaparte est considéré avec beaucoup de respect par les Lyonnais. Par son volume de production, par la diversité de ses tissages, par son expansion commerciale, par sa participation aux expositions universelles, la soierie de Lyon est à son apogée au XIXe siècle. Sous Napoléon III, la grande fabrique lyonnaise est la plus puissante industrie exportatrice. De son côté, Camille Pernon mérite encore aujourd'hui les honneurs pour son rôle à plusieurs facettes dans l'histoire de la fabrique lyonnaise. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à vous. Donc, nous avons encore un peu de temps, me semble-t-il, pour laisser la parole au public et j'espère que vous aurez également quelques questions. Une petite question. Est-ce qu'on a des exemples d'implication ou d'intrication entre décor textile et papier peint? Est-ce que c'est... Je ne sais pas si... Moi, j'en ai pas rencontré. Alors, en sens inverse, oui. Micro. Oui, il y en a et nous avons des courriers de Jean Zuber à ces vendeurs leur demandant, lorsqu'ils vont à Lyon, entre autres, de prendre quelques croquis, naturellement. De la même manière, systématiquement, les revendeurs en voyage à travers toute l'Europe relèvent justement les motifs. Et alors, il faudrait un travail systématique de comparaison. Mais c'est clair que le papier peint est en reprenant les motifs de soierie, il les met à la disposition de tous à des tarifs sans aucun rapport naturellement avec les tarifs originaux. Mais il est vrai que les dessins des bordures de soierie et les dessins des bordures, des bordures que vous avez présentées en papier peint sont quasiment identiques. Oui. Donc c'est là où on voit quand même une influence qui a été, en termes de dessin, nationale pour toutes les manufactures. On peut aussi retrouver ce genre de détails sur d'autres éléments décoratifs. C'est ça qui est très étonnant. Et avec des dessinateurs qui, en général, étaient anonymes. Les rapports sont forcés, puisque Pernon, vous parlez, aurait eu des intérêts dans une fabrication de papier peint qu'il avait confié à Dussert. Donc il faisait, on a des exemples de soieries sous Louis, exactement à la fin des décors arabesques. Sous la monarchie, donné à un dessinateur, Joseph Gaspard Picard, qui existe, qui ont été faits pour Compiègne, pour les Palais, pour Fontainebleau, etc., en soierie, et qui existe aussi en papier peint. Oui. Et il y en a un aux Arts Déco, il y en a un autre à la Fondation Abeg. Alors c'est vrai que dans notre fonds d'archives... Donc c'est forcément, on ne le sait pas, c'est très peu connu. Dans le fonds d'archives, on a pas mal de dessins, mais en fin de compte, comme à la Révolution, Camille Pernon est parti, il nous manque tout ce qui est avant cette Révolution française. Donc j'ai un petit peu de mal à retrouver des éléments. D'autres questions ou remarques? Oui, il est attesté que la manufacture de papier peint de Camille Pernon, du fils, c'était la manufacture d'Ussert. Et dans les archives Tassinari, j'ai vu, il y a plus de 20 ans, des papiers peints qui étaient conservés et qui, manifestement, sont des papiers d'Ussert. Oui, c'est ça. Et quand il cherche un appartement de représentation à Paris, il est dit dans les courriers échangés avec son dessinateur qu'il cherche un appartement où il puisse présenter à la fois les soieries et les papiers peints. Bien, donc il nous reste à remercier le public et bien sûr nos intervenants.
Et merci à tous, et on se retrouve le mardi 19 janvier sur le verre. Voilà. Bonne fête à tous.